Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette actu PSG bien remplie en ce moment avec le mercato bien sûr, on y reviendra, mais pas que. Le PSG s'est par exemple créé une polémique tout seul en début de semaine après son match contre Pays de Cassel. Celle-là on la doit absolument pas aux médias, mais à Galtier qui a, selon certains, fait une erreur de communication, et à Kimpembe qui, selon d'autres, a lavé son linge sale en public sur les réseaux sociaux. Bref, ça a fait beaucoup de bruit et je voulais en parler dans la vidéo d'hier. Problème, je me suis éternisé sur Ryan Cherki. Du coup, j'y reviens là en début de vidéo. Galtier qui, après le match contre Cassel, durant lequel Mbappé était capitaine, d'ailleurs, les émotions, quand on reprend les photos de Mbappé 2017 qui arrive, qui est un petit peu plus frêle, moins développé et qui surtout a une histoire à écrire, et le Mbappé d'aujourd'hui qui a eu la prolongation, le capitanat lundi soir, même si c'est un petit peu anecdotique. D'ailleurs, il y a eu quelques mots dans les médias, j'ai pas les sources, mais qui disaient qu'il avait refusé le capitanat lors de sa fameuse prolongation l'année dernière, et que pour la saison prochaine, ça c'est Fabrice Hawkins pour RMC Sport qui l'a dit, eh bien, c'est pas exclu qu'ils le reprennent. Ce brassard, ce bout de tissu qui veut pas dire grand-chose dans une équipe. On peut citer l'équipe de France 2018 avec les leaders informels qui étaient Raphaël Varane ou, bien évidemment, Paul Pogba. Voilà, sans pour autant être le capitaine de cette équipe. Bref, dans tous les cas, Galtier, en conférence de presse après le match, annonce que Mbappé est vice-capitaine. Ce qui n'a pas plu à Kimpembe, qui a dit sur les réseaux sociaux qu'il l'avait appris de ce qu'il avait vu sur Internet, et que dans tous les cas, il respecterait les décisions du club. Super, en gros, c'était le vice-capitaine jusque-là, et il n'est pas content d'apprendre dans les médias qu'il ne l'est plus. Tout de suite, évidemment, dans les médias, les proches de Galtier ont fait filtrer qu'il y a eu mésentente, qu'en fait, il y a 4 vice-capitaines, Verratti, Ramos, Mbappé et Kimpembe, qui sont sur le même pied d'égalité et qui sont désignés quand Marquinhos n'est pas là, au bon vouloir de Galtier. Parce que lundi, ça aurait très bien pu être Sergio Ramos avec le brassard. Bref, et puis pour ce qui est de la brouille Galtier-Kimpembe, bah déjà c'est la première brouille publique pour Galtier avec un de ses joueurs. Mbappé, le fameux pivot gang, ça a été orienté plus vers la direction que Christophe Galtier lui-même. Neymar, lors du penalty gate, pareil. Et puis sinon, on n'a pas eu de brouille. Là, c'est la première. Il y a même eu des rumeurs de transfert. On rappelle que cet été, Kimpembe, il a déjà mis la pression sur le club. Moi, en fait, j'en parle parce que j'élargis. Là, il fait son espèce de story Instagram. On ne sait pas trop à quoi elle sert. Personnellement, je lui en veux. Si c'était pas lui, là, avec son étiquette de Titi joueur formé au club, si c'était un Neymar, par exemple, je suis persuadé que et les médias et les supporters lui seraient tombés dessus. Là, il a quand même eu une certaine immunité par rapport à ça, alors qu'il met en porte-à-faux le club publiquement. Gère ça au camp des loges. C'est anecdotique, franchement. Vice-capitaine, je suis désolé, mais c'est une histoire d'ego, d'honneur, c'est tout. C'est de l'ego mal placé. Et franchement, ça signifie pas grand-chose. Dans une équipe, comme je le disais, Pogba était un leader sans être capitaine. Et toutes les équipes ont ce genre de mec, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, on sait très bien qu'au PSG, Marquinhos a de capitaine que le bout de tissu. Je suis sûr que Neymar a une parole qui pèse plus dans le vestiaire. Mbappé, pareil. Peut-être Kimpembe, Ramos d'un point de vue diplomatique pour faire du lien entre tous les groupes et tout ça, les nationalités. Bref, dans tous les cas, j'en veux quand même à Kimpembe. Et puis surtout, j'élargis. C'est gros comme le nez sur le visage. Saison dernière, mi-juin, Skriniar est cité au PSG. 2 jours après, Kimpembe fait son caca nerveux en conférence de presse en nous disant qu'il faut qu'il discute de son avenir avec sa direction. C'est vrai qu'il faut en discuter parce que son contrat se termine en 2024. C'est-à-dire que s'il ne veut pas prolonger, il faut le vendre cet été. Très simple. D'ailleurs, là, il y a l'Atlético Madrid qui serait dessus, selon le Parisien. Et Alfredo Pedula, journaliste pas très fiable en Italie, a annoncé que l'Inter le voudrait dans le cadre du remplaçant de Skriniar. Cet été, c'était plus Chelsea qui le voulait, avant qu'il signe Koulibaly et toute la ribambelle de joueurs qu'ils ont signés. Badiachil, par exemple, dernièrement. Donc là, ça devrait plus trop être d'actualité, Presnel Kimpembe pour eux. Mais voilà.
il va falloir se poser cette question. Et j'aimerais aussi revenir sur Galtier. Voilà. D'un côté, tu as Kimpembe qui a été un petit peu préservé parce que étiquette de Titi, je ne sais quoi. Je rappelle que ça fait quand même 6 mois qu'il est sur une jambe. Voilà. On ne sait pas comment il va revenir. Déjà, pour l'aller contre le Bayern, enfin, c'est terminé pour le voir titulaire, je pense. Parce qu'en plus, là, encore hier, dans le Parisien, on a dit qu'il espérait reprendre l'entraînement dans 10 jours. Ça fait 15 jours qu'on nous dit qu'il veut reprendre l'entraînement dans 10 jours. À un moment donné, il faut que les 10 jours, ils passent. Voilà, une journée, c'est 24 heures et ça s'écoule en fait. À un moment donné, il va falloir revenir. Et pour ce qui est de Galtier, bon, clairement, il y a eu une erreur de communication. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Comme sur l'histoire du char à voile. Évidemment, ça a pris des proportions qui étaient complètement mais démesurées, absurdes en fait, qui ont fait perdre le sens de cette polémique à la base. Mais à la base des bases, ça n'en restait pas moins une erreur de communication pour la majeure partie des gens. Voilà, cette histoire de char à voile, comme il y en a eu pas mal d'autres dans les médias. Et je fais que les énumérer dans mes vidéos, donc pour ceux qui les regardent, souvent, vous savez de quoi je parle, par exemple Neymar lors du mercato estival dernier. Bref, là il y a encore une erreur de communication. Et là j'aimerais juste dire un fait. Si c'était Pochettino, croyez-moi qu'il se serait fait allumer dans tous les sens. Là, c'est parce que c'est Galtier, qu'il est français, et que chez les journalistes, il est plutôt apprécié. Il leur donne à manger. On voit que Loïc Tandy a plein d'infos. D'ailleurs, les journalistes sont complices du club parce que au final, les journalistes ont des infos mais ne les donnent pas. Loïc Tandy nous a dit qu'il y avait un autre joueur qui a été associé au club, mais que ça s'est pas fait parce que problème d'agent. Il a le nom du joueur, mais il dit sur le plateau de l'équipe hier, je ne le sortirai pas parce qu'on m'a demandé de ne pas le sortir. Ok, alors là, le mec, il nous a inventé une nouvelle profession qui est à la croisée des chemins entre journaliste et agent pour le PSG en fait, tout simplement. Enfin, le journaliste est quand même là pour faire du travail d'investigation, le sortir dans la presse, dans l'espace public. Et là non. Après de l'autre côté, on sait que c'est quelque chose qui est monnaie courante quand il y a un dossier qui ne se fait pas pour préserver le club mais aussi le joueur. Par exemple, si ça se fait pas sur une question médicale, si le joueur n'est pas très fiable, bien sûr qu'il a tout intérêt à ce que les journalistes ne fassent pas fuiter ça dans la presse parce qu'après ça lui fait une réputation cramée pour se présenter vers d'autres clubs. Bref. Voilà un petit peu pour la polémique. Maintenant, le gros de cette vidéo. Selon le journal L'Équipe et Loïc Tandy, je dis le Tandy parce qu'il y a plein de gens qui disent il faut arrêter de parler de l'équipe, c'est un torchon. Ok, il y a un passif entre ce journal et le PSG, mais aujourd'hui, ils ont recruté. Et je crois qu'ils ont fait un bien meilleur mercato que nous l'été dernier, parce qu'ils ont pris Loïc Tandy. Loïc Tandy, on le connaît, c'est quand même quelqu'un qui est fiable. Voilà, il y a 30 secondes, je lui ai reproché de justement pas balancer les infos qu'il a. Ok. Là, hier, il nous a dit, je pense, alors il n'a pas dit le PSG va faire un 4-4-2 à plat, mais il a dit, je pense qu'ils vont s'orienter vers ce système. Bon, il a des infos, il sait évidemment quelles sont les velléités, puis surtout que tu n'as pas besoin d'avoir des infos pour le déduire. Dès mon débrief du match contre Riyad, je le disais, pourquoi on se présente dans un match amical qui ressemble à rien, où on va rien tirer, avec un 4-4-2 à plat ? Parce que Galtier veut le préparer. Et dès la mi-novembre, il avait dit qu'il voulait un troisième système. Bien sûr que c'est ce 4-4-2 à plat qu'on va y avoir droit dans cette seconde partie de saison. Alors, est-ce que ça va être dans les grands matchs ? Est-ce que ça va être sur la durée ? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, hier, je vous faisais une vidéo sur la lecture de l'effectif. Je disais que Campos et Galtier, pour moi, recrutent Cherki dans un objectif de faire renaître cette défense à 3, parce que c'est un petit peu le profil qui te manque dans cette structure-là, quelqu'un qui fait des différences. Parce que par exemple, la prise de profondeur qui te manque dans ton 4-4 de losange, tu l'as dans le système à 3, avec tes pistons qui sont bien plus hauts, et Mbappé. Voilà. Bref, donc 4-4-2 à plat, avec donc Mbappé, Messi devant, Neymar à gauche, Cherki à droite. Bon, déjà, tu peux te poser une question sur le joueur. Enfin, je suis Cherki, je refuse de venir au PSG pour jouer milieu droit dans le 4-4-2. En plus, en fait, ce système, il faut bien comprendre qu'il ne marche pas si les joueurs ne respectent pas leur rôle chacun. C'est-à-dire que là, t'as Cherki qui va venir, qui va être obligé de rester sur son côté, faire des efforts défensifs dont il n'est pas forcément friand, et 2, ne pas repiquer dans l'axe comme il en a l'habitude, ce qui va le brider dans l'expression de son talent et de ses qualités techniques. À gauche, pareil, t'as Neymar. En fait, ce 4-4-2, je peine à y croire parce que t'as Neymar à gauche qui va repiquer dans l'axe, et du coup va faire perdre l'idéal de ce système qui est de défendre à 4, enfin à 2 lignes de 4. Pour moi, ce système, ils le mettent en place, il y a 2 lectures. D'abord, il y a le parti pris offensif,
qui est évident. Partir avec 4 offensifs, alors que dans le système A3, t'en as que 3, et dans le 4-4 de Losange, t'en as que 3. 4-4 de Losange, tu renforces ton milieu de terrain. Là, avec Cherki, c'est pas une question d'équilibre, tu renforces avant tout ta production offensive en matière de créativité. C'est peut-être pas plus mal, mais il y a un vrai parti pris offensif parce que tu rajoutes un joueur de cette vocation-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Personnellement, je suis contre. D'autres seraient pour et je les comprendrais. Mais de l'autre côté, ce 4-4-2 à plat, tu peux le voir d'un point de vue défensif. La volonté de jouer avec 2 lignes de 4 resserrées qui permettrait quand même au PSG d'être moins pris dans la profondeur, sur la largeur, de laisser moins d'espace aux adversaires entre les lignes et du coup défendre un petit peu mieux. Parce que de l'autre côté, en fait, avant tout, ce système, tu le prends d'un point de vue défensif. Tu peux pas, la première de tes réflexions face à ce système, ça peut pas être de te dire je vais augmenter ma production offensive. Enfin, je peux pas le concevoir. Parce que, dans ce système, Neymar est éloigné de Lionel Messi. Donc leur relation dans les petits espaces est limitée. Mbappé est dans un poste qu'il apprécie, mais il a Messi à ses côtés et pas l'attaquant pivot qui lui permettrait quand même d'avoir plus d'espace à prendre dans la profondeur. Tes latéraux, Hakimi et Nuno Mendes, sont plus que bridés. Au milieu de terrain, Verratti, Vitinha, c'est quand même des mecs qui se ressemblent les deux. D'abord d'un point de vue physique, parce que voilà, c'est pas des mecs qui sont grands, qui en imposent physiquement. Et c'est pas un système qui est vraiment idéal pour eux parce que ils sont surménagés complètement avec Mbappé et Messi qui ne défendraient pas. Donc je comprends pas ce système en fait. Tu peux le lire d'un point de vue défensif, mais uniquement de ce point de vue-là. Parce que offensivement, rajouter un offensif, ça n'a pas de sens. Autant garder le système à 3 qui te permet d'avoir de la largeur avec des pistons Hakimi Nuno qui, collectivement, permettent à l'équipe d'avoir un bloc large et donc à Messi et Neymar de jouer dans l'axe, tout simplement parce que l'adversaire est beaucoup plus étiré, et deux, par leur qualité individuelle, Nuno et Hakimi, t'apporter de la profondeur, des courses avec le ballon pour Nuno, des gros replis, un vrai volume de jeu pour Achraf Hakimi. Donc moi, je suis clairement un apôtre, en fait, du système A3 aujourd'hui. Voilà. Et le recrutement de Ryan Cherki, je le vois dans cette lignée-là. Maintenant, Galtier et Campos veulent un 4-4-2, je comprends pas. Et en plus, tu peux te poser la question de la priorité, en fait. Pour mettre un 4-4-2, est-ce que la priorité, c'est recruter un milieu droit? Sachant que tu as Renato qui peut jouer là, tu peux même faire un système avec Achraf Hakimi, milieu droit, et Mukiele derrière lui, par exemple, et prioriser, par exemple, le recrutement d'un attaquant pivot pour être à côté de Mbappé. Mais là, tu reviens au même problème, il faut virer soit Messi, soit Neymar de ton 11. Mais pour moi, si tu veux jouer en 4-4-2, la priorité aujourd'hui, c'est un attaquant pivot. Donc là, franchement, je peine à saisir. Bon, dans tous les cas, toujours selon l'équipe, on a une enveloppe plus importante. Et la grosse info qui est parue dans la nuit, c'est que cette enveloppe, elle est plus importante. Et surtout, elle permet d'aller au-delà du recrutement d'un offensif. C'est-à-dire que Cherki et Skriniar, deux dossiers indépendants qui pourraient se faire d'ici à mardi prochain. Les deux, en même temps. On peut proposer de l'argent à l'Inter pour cet hiver. L'Inter est vendeur, donc ça c'est bien, à savoir la volonté du joueur, parce que lui, il va tenir à sa prime à la signature cet été, mais il n'a pas non plus grand nombre de prétendants, vous me direz. Par exemple, les clubs anglais ne sont pas dessus. L'Inter en attend 20 millions, et selon la Gazzetta, le PSG devrait proposer 10 millions avant la fin du mercato. Personnellement, je préfère mettre 20 millions sur Skriniar que 20, parce que c'est ce qui va se faire, si ça se fait, sur Ryan Cherki. Alors, concernant Cherki, depuis, on n'a pas eu beaucoup plus d'infos, à part Jean-Michel Aulas, qui a encore fait un démenti formel. On rappelle que l'année dernière, 10 jours avant de vendre Paqueta, il faisait un démenti très, très formel, tout simplement. Bref, c'est l'Olympique Lyonnais, faut pas chercher en matière de communication. C'est pas les plus crédibles. Voilà. Et pour revenir sur ce profil donc de joueur à droite, ailier droit, qui est capable de tenir un petit peu le ballon, c'est vrai que dans cette dimension-là, Cherki apparaît comme un bon compromis, parce qu'il a un gros talent. J'aimerais juste prendre à contre-pied l'image qui dit que c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui se prend pour je ne sais qui. D'où vient cette image? Si des Lyonnais peuvent me l'expliquer, parce que, moi, j'ai vraiment pas du tout cette image de Ryan Cherki. Alors, je sais pas.
Est-ce qu'il est victime d'un certain type de stéréotype? J'irai pas plus loin. Mais franchement, je sais pas. Je sais pas pourquoi on donne à Cherki cette espèce d'image. Peut-être pour sa déclaration, que t'es pas non plus assassine la saison dernière. Non, début de saison, avec Peter Bosch. Donc voilà, l'idée du joueur qui en a rien à foutre, qui est un futur Ben Arfa, bon, je peine à y adhérer en fait. J'ai pas vu de signe qui me raccroche à cette idée largement défendue. Voilà, bon après tu as d'autres joueurs aussi sur le marché des transferts, mais Cherki t'apporte quand même une sécurité dans la mesure où il connaît la Ligue 1, il est jeune et du coup tu pourras le revendre. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais un lien avec... moi personnellement, un qui m'aurait vraiment fait triper, ce serait se faire prêter Hakim Ziyech de Chelsea. Les Marocains sont d'accord avec moi. Mais de l'autre côté, un prêt est carrément inenvisageable parce que là, il est clairement en instance de départ là-bas et c'est pour un transfert. Du coup, Chelsea, bah, ils n'ont aucun intérêt à le prêter. Ils préfèrent faire de l'oseille. Il y a des clubs qui proposent de l'argent. Donc, c'est très compliqué d'envisager cette formule-là. Maintenant, pour un transfert définitif, ça me paraît compliqué parce que il a 29 ans. Et derrière, bah, tu ne peux pas le revendre comme un Ryan Cherki. L'investissement, il faut qu'il se traduise complètement sur le terrain et nulle part ailleurs en fait. Cherki t'investis 20 millions. Allez, si tu réussis à bien le valoriser, tu peux le revendre 30. Et du coup, bon, bah peut-être qu'il n'aura pas marqué l'histoire, mais voilà, ça n'aura pas non plus été une catastrophe. Tout simplement parce que tu as la plus-value derrière. Avec Hakim Ziyech, tu ne l'as pas. Et puis surtout, Hakim Ziyech, c'est quand même un joueur avec un certain statut. Il sort d'une belle Coupe du Monde. Ok, il connaît Hakimi et du coup, bah, ça permet de faciliter l'intégration tactique. Mais de l'autre côté, le salaire est quand même beaucoup plus important qu'un Ryan Cherki ou qu'une piste un petit peu inconnue que Luis Campos a l'habitude de sortir quand il est à Lille ou Monaco. Mais là, comme je le disais hier, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en panne d'inspiration. Ou alors en panne de temps pour travailler pour nous, puisqu'il est, on rappelle, à mi-temps hein, avec le Celta Vigo, ce que je trouve assez lamentable. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Priorité à Skriniar. Et puis si on veut jouer en 4-4-2 à plat, comme Galtier et Campos le font filtrer dans les médias ces derniers jours, la priorité ne me semble vraiment pas être un milieu droit du profil de Ryan Cherki, mais plus un attaquant pivot grand, ou alors, si c'est pas un attaquant pivot, un milieu, mais qui t'apporte en fait de la diversité sur cette ligne. Parce que Neymar, Verratti, Vitinha, Cherki, c'est clairement une ligne qui manque de diversité. Là, il faut aller chercher, par exemple, un Milan Skriniar, non, un Milinkovic-Savic à la Lazio, à qui il reste 1 an et demi de contrat, qui est grand et qui a quand même un profil différent, dans le sens où Cherki ressemble en termes de profil à Neymar, et Vitinha et Verratti, pareil, se ressemblent entre eux. Franchement, c'est pas du tout un truc qui, tactiquement, me fait rêver, hein, ce 4-4-2. Peut-être qu'avec un Renato beaucoup plus vertical, qui est capable vraiment de porter le ballon à la verticale, ce serait peut-être un petit peu mieux Renato à la place de Cherki. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.